Let's see what we got. All the way up. Got it! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Detroit Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve et c'est pas pour la chronique numéro 41, mais c'est pour un nouveau format que j'ai, on va dire simplement appelé le backup. Alors backup dans le sens complément, pas dans le sens meneur remplaçant. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on va tout simplement rebondir sur la dernière chronique qui était dédiée à Ben Wallace. Et pour ce nouveau format, pour ce backup, je ne serai pas seul, puisque j'accueille Antoine Tartou. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien, à la fois ravi et honoré d'être là, et en plus pour parler d'un joueur où, un peu comme toi, alors c'est pas mon joueur favori, mais ça fait partie des joueurs qui m'ont marqué puisque j'ai commencé à suivre la NBA au début des années 2000, donc forcément, les Pistons de Ben Wallace, c'était quelque chose. Clairement, chaque personne qui a commencé à suivre la NBA dans les années 2000 a forcément au moins marqué, et sans doute, je pense, positivement, par Ben Wallace. Alors toi, Antoine, du coup, tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares peut-être, tu es intervenant dans l'excellent podcast L'écho des parquets, où ben, avec tes acolytes, vous traitez, on va dire, des tendances du basket d'aujourd'hui, mais aussi parfois du basket d'hier. Il y a quelques épisodes historiques très très intéressants, mais à chaque fois sous l'angle du jeu et des stats avancées. On peut dire ça? On peut dire ça, c'est toujours dans l'idée d'essayer de décrypter ce qui se passe sur un terrain où, à la fois, on va dire, de par, ce qu'on peut voir avec la vidéo, mais aussi les indices, statistiques qui peuvent se glisser, essayer de à la fois pour nous et dans l'écho des parquets pour ceux qui nous écoutent, d'essayer un peu de, je dirais pas de livrer la vérité du terrain, ça serait sans doute, un peu trop, pas assez humble, mais d'essayer au moins de montrer ce qu'on peut voir, ce qui peut transparaître et du coup, bah, qu'est-ce que ça donne dans les grandes tendances, de la ligue, à la fois actuelle et comme tu dis, sur les quelques épisodes qu'on a fait dans le passé, bah, d'essayer de le nuancer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est à chaque fois de toute façon très intéressant et je conseille à tous les auditeurs du podcast, si vous n'écoutez pas l'écho des parquets, il faut que vous y mettiez dès aujourd'hui. Vous pouvez même rattraper tous les anciens épisodes, puisque c'est à chaque fois des choses très intéressantes qui nous font revoir un petit peu différemment le basket, comme on pourrait ne pas forcément le comprendre si on regarde juste les matchs comme ça, de façon lambda. En tout cas, Antoine, c'est pour ça justement, pour cette particularité que je t'ai invité aujourd'hui pour ce backup, parce qu'en fait, ensemble, du coup, on va essayer de savoir à quel point Ben Wallace, dans son prime, on va dire, était bon en défense. Parce qu'on a tous l'image du Ben Wallace, grand défenseur, un peu sous-dimensionné, etc. Mais l'idée, ça serait avec toi de savoir jusqu'où il était bon. Et on va se baser principalement sur sa saison 2003-2004, la saison du titre des Pistons évidemment, pour cette discussion. Mais si on a besoin de s'écarter un peu, on n'hésitera pas à le faire. Et donc pour vous expliquer comment on va procéder, en fait on s'est basé sur un article du site Premium Oops. C'est un article qui est écrit par Cody Oudek et qui a justement rédigé une longue analyse avec vidéo à l'appui de la défense de Ben Wallace. Et c'est avec cet article qu'on va construire tout ce podcast en fil conducteur avec Antoine aujourd'hui. Ça te va, Antoine? Ça me va très bien. Bon, ok. Alors du coup, pour commencer, en fait, je te propose, avant justement de parler de Ben Wallace précisément, de ses caractéristiques, de ses qualités, etc., on va peut-être faire un point sur la façon dont les Pistons jouaient en 2004, dans une NBA très différente d'aujourd'hui, en fait. Et même, en fait, à l'époque, les Pistons qui étaient coachés par Larry Brown, ça va être important, et bien en fait, ils jouaient quand même déjà dans une façon très précise, principalement en défense. Et en fait, on peut peut-être dire, si tu es d'accord, que Ben Wallace et la stratégie mise en place par Larry Brown, c'est quelque chose qui se complétait bien, qui a plutôt très bien matché ensemble. Parfaitement et je dirais même plus loin, je dirais qu'en plus heu, la temporalité est importante. Faut savoir que donc là, on parle de la saison 2004, c'est un moment où dans la NBA, on est en train de voir des changements de règles, vraiment majeurs. Le changement dont on se rappelle le plus, c'est en général la fin du handshake, hein,
d'être moins autorisé à défendre avec les mains, mais qui arrivera elle en 2005. Mais c'est oublier que, bah, même les années d'avant, il y avait eu des changements et on peut penser notamment à je crois que c'est rentré en compte, pour la saison, 2000-2001, la fin des défenses illégales, où c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez connu, mais pendant, quasiment toute l'histoire de la NBA, bah, du moins de sa deuxième année jusqu'en 2000-2001, vous n'aviez pas le droit de défendre en zone. C'était forcément de l'individuel en homme à homme. Alors bon, la différence entre homme à homme et défense en zone est des fois un peu, elle n'est pas aussi binaire qu'on pourrait le penser et certaines équipes essayaient toujours un petit peu de tricher. Donc au fur et à mesure des années, des décennies, la ligue a essayé d'implémenter des règles vraiment précises en disant, bah, par exemple, si votre vis-à-vis est dans le corner, côté faible, bah, vous ne pouvez pas vous déplacer au-delà de tel endroit. Et en 2001, bah, justement, toute cette règle qui limitait un petit peu les déplacements défensifs, elle vole en éclats. Alors c'est vrai que très vite, c'est tentant pour certains d'instaurer directement des défenses de zone comme dans le basket universitaire, mais c'était sans doute un peu trop extrême à l'époque. Mais malgré tout, vous aviez quand même plus de marge qu'avant, et je trouve que justement, ces Pistons de Larry Brown, ils utilisaient justement cette marge de manœuvre, je dirais pas de manière très intelligente, mais en tout cas de manière très prononcée, où c'était une défense qui globalement était très agressive, que ça soit notamment sur les sorties d'écran, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui bah voilà, le pick and roll, même si c'était pas les attaques de base à l'époque. Bah, sur le pick and roll, par exemple, les Pistons avaient comme consigne de faire ce qu'on appelle un edge, c'est-à-dire, bah, donc le pick and roll, on a ce jeu à 2, le défenseur du poseur d'écran qui est souvent à l'intérieur et qui, dans le cas des Pistons, était souvent Rachid Wallace, Ben Wallace, Antonio McDyess. Bah, dans le cas du edge, on va demander à ces joueurs-là de monter au niveau de l'écran, voire des fois un peu plus haut, pour essayer de bloquer le porteur de balle qui allait commencer sa pénétration et si possible aller attaquer l'arceau. Hop, on essaye de le freiner directement, qu'il soit obligé de ralentir pour que son vis-à-vis puisse revenir. Et ça, c'est une défense qui est quand même assez agressive et où les Pistons la poussaient même un petit peu plus. On le verra plus tard avec Ben Wallace. Mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui était forcément anachronique pour l'époque, mais du moins l'agressivité dans laquelle Ben Wallace, Rachid Wallace pouvaient sortir était quand même, je dirais, bien plus prononcée que ce que j'ai pu voir en préparant l'émission. Donc il y avait cette agressivité sur les écrans, mais il y avait aussi les agressivités dans les aides, où c'était une équipe qui était très fière. Larry Brown dit toujours moi, la zone, jamais. Il avait limite un traumatisme d'une finale universitaire ou je ne sais plus quoi, qui fait qu'il ne défendrait jamais en zone. Malgré tout, les aides, quand un joueur avait la balle et notamment au poste, l'équipe avait quand même tendance à venir se rapprocher sans faire une prise à deux, mais quand même à se rapprocher très fortement bah, du joueur qui est justement en train de jouer le poste en disant on va pas aider plus loin que si tu fais la passe à notre joueur, bah, on sera capable de revenir, il n'y a pas de souci. On va pas faire la prise à deux complètement non plus, mais on est dans le coin. Et si tu viens vers nous, bah oui, on pourra potentiellement t'intercepter, etc. Et du coup, c'est pour ça que je dis que la temporalité est très importante. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire il y a 10 ans auparavant, en 2004. En 94, par exemple, c'était pas possible de défendre comme ça. Et c'est là où je trouve, en fait, je serais même pas étonné, j'ai pas le recul pour le dire, mais je serais même pas étonné que ces Pistons de Larry Brown, pour le coup, je dirais pas qu'ils étaient révolutionnaires, mais je pense qu'ils étaient assez à part entière dans la ligue, vraiment dans cette agressivité où, certes, on n'est pas en zone, mais les joueurs n'hésitent vraiment pas à quitter leur vis-à-vis pour essayer le plus possible de barrer les pénétrations, les paniers faciles sous l'arceau, on va dire. On avait cette règle de l'interdiction de jouer en zone, comme tu disais. Tu l'as toi-même, je crois, partagé de mémoire pendant The Last Dance, en repartageant des finales entre les Bulls et les Suns, où le défenseur de Jordan, par exemple, à l'époque, était obligé de jouer le 1 contre 1 tout le temps, et personne n'avait le droit de se déplacer pour l'aider ou accompagner, gêner le mouvement, en fait. C'était une prise à 2 ou rien, en fait. Il Voilà, y avait c'est pas ça. vraiment cet entre-deux, ce qui fait qu'il y avait ce fameux cas de, Don Nelson quand il coachait dans les années 90 où, il mettait son pivot à la niveau de la ligne à 3 points. Et oui, son pivot n'était absolument pas dangereux au niveau de la ligne à 3 points, mais son vis-à-vis, c'est-à-dire le pivot adverse, c'est sans doute en général le joueur qui a le plus de responsabilités défensives, bah, soit il devait aller faire prise à 2 sur le ballon, soit il devait rester sur son vis-à-vis. Et alors c'est vrai que c'était un cas un peu excessif, sans doute, mais ça montrait, on va dire, un peu que oui, vous aviez une marge défensive qui restait très limitée. Et c'est vrai qu'en 2001, voilà, tout d'un coup, vous avez le droit. Il y a les 3 secondes défensives quand même qui sont là, qu'il ne faut pas oublier et qui
même si elles existaient un petit peu avant, sous d'autres formes, sont là et sont censées quand même toujours un peu libérer la raquette. Globalement, du côté des Pistons, on peut voir régulièrement, par exemple, je pense en 2004, dans les finales contre les Lakers avec O'Neal, où oui, ça a été marqué que globalement, ils cherchaient à ce que chaque attaque en 1 contre 1, et cetera. Malgré tout, vous regardez sur les posts, sur ces post-up et des Billups, des Hamilton, des Prince, des Rashid Wallace, ils sont juste à côté, quoi. Il y a pas, ils sont, je dirais, à une course d'écart, mais tout en sachant que si O'Neal faisait la passe, parce que c'était quand même le jeu des Lakers, d'avoir des shooters autour de lui, notamment avec Horry en poste 4, c'était d'essayer de punir ses défenses qui viendraient faire des prises à deux sur lui. Mais voilà, l'idée des Pistons, c'était non, on va faire une prise à deux vraiment que si nécessaire, mais c'est juste, tu vas avoir notre présence ici, ce qui fait que aller, par exemple, tenter ton hook shot à tel endroit, c'est aller se mettre tout seul dans la prise à deux parce qu'il y a un joueur qui est là et t'es pas forcément, la passe n'est pas forcément toujours plus évidente à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une caractéristique intéressante des Pistons où on le verra après avec Flip Saunders, où il y avait vraiment à des moments d'instauration d'une zone un peu plus classique, ce qui fait que ça fait pas mal de débats. Tu en as parlé dans ton épisode sur Ben Wallace, où quand ça se passe mal avec Saunders, il y a cette idée que c'est autour entre la défense en homme à homme et en zone. En réalité, dans les deux cas, on était sur des défenses qui n'hésitaient pas trop à quitter leur vis-à-vis pour occuper de l'espace. Pas forcément dans une prise à deux, mais au moins pour occuper de l'espace. Voilà, tout le contraire des années 90. Un contre un, façon, vrai homme, comme pourrait le dire Larry Brown, mais en réalité, il y avait pas de prise à 2, il y avait une sorte de dézonage constant des joueurs. Et effectivement, tu as bien cité les finales 2004 qui sont le meilleur exemple pour ça. Vous voyez à chaque fois que le Shaq est au poste. Ça commence par du un contre un avec Ben et on en parlera après, mais en fait, ça finit à chaque fois que Shaq attaque le panier, ça finit avec presque 3 mecs autour de lui. C'est ce principe-là. Oui, et ça demande quand même, et c'est là où c'était pas non plus permis à tout le monde, ça demande une véritable cohésion d'équipe, et pas juste en termes d'effort, en termes d'intelligence défensive. Par exemple, il y a des séquences où justement, si Ben Wallace est capable d'aller sortir agressivement sur le porteur de balle, j'ai vu par exemple plusieurs séquences sur les finales de 2005 face aux Spurs, où il va pas hésiter à sortir très très fort sur Ginobili. Ce qui n'est pas un hasard d'ailleurs parce que sur les 2 premiers matchs des finales de 2005, Ginobili, s'il pouvait commencer à mettre un pied, je dirais même pas dans la raquette, mais à l'intérieur de la ligne à 3 points, derrière, il avait des changements de rythme, etc., qui étaient suffisamment bons pour créer de gros décalages dans la défense des Pistons et leur faire beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'avec Ben Wallace, il y avait cette idée qui était de dire non, il ne doit pas rentrer à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et du coup, c'est non seulement tu vas le rencontrer au niveau de l'écran, mais tu vas même essayer un peu de le repousser au-delà, et c'est des choses qu'il fait très bien, et Ginobili n'arrive pas à le passer. Mais pendant ce temps, si Duncan avait posé l'écran pour Ginobili, pendant que Ben Wallace est en train un peu de harceler Ginobili, qui est en train de défendre sur Duncan? Potentiellement, donc c'était Ginobili, qui est donc le vis-à-vis normal, ça aurait dû être Hamilton ou Billups, voire Prince, qui devrait faire cette rotation et être pendant un moment sur Duncan. Et c'est là où, en fait, ils n'hésitaient pas à dire, il y a Rachid Wallace qui se tenait sur, par exemple, Robert Horry, qui disait non, non, hop, Duncan, il est en train d'essayer de plonger vers l'arceau avec une passe potentiellement intéressante, c'est moi qui vais prendre Duncan. Et du coup, tout d'un coup, imaginons que le défenseur initial, c'était Rip Hamilton, il allait finir il allait décaler, ils allaient changer, et il allait finir en défense sur Robert Horry. Et là, tout d'un coup, vous aviez plus vraiment de mismatch à profiter derrière. Et c'est là où, pour revenir à mon point initial, c'est là où c'est intéressant d'avoir un joueur comme Rachid Wallace qui est capable, ok, il était sur Robert Horry, mais aussi de défendre sur Tim Duncan, il n'y a pas de souci, et que les deux puissent changer. C'était très intéressant. Et il y avait vraiment cette intelligence qui faisait que ce changement, il est naturel. C'est pas Larry Brown qui est en train de crier sur le bord du terrain en disant change, change, change. Non, c'était vraiment quelque chose qui était automatique, et les joueurs arrivaient justement à pouvoir changer de vis-à-vis en plein milieu de possession, ce qui à l'époque, aujourd'hui c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. À l'époque, clairement, c'était quelque chose qu'on évitait de faire. Est-ce qu'on serait presque dans une sorte de proto-switch? Clairement, à moments, c'est ce qu'on appellera un peu des, je sais pas, j'ai peut-être pas le terme spécifique, mais des sortes de switch en triangle, quoi. Parce que c'est vrai que ça arrive, pour reprendre la séquence où on a pu prendre Ginobili, je sais pas,
On va prendre, disons, Jamal Tinsley avec les finales de conférence en 2004 contre les Pacers, où, bah oui, Ben Wallace va sortir agressivement sur Tinsley. Et ça, l'idée, typiquement, si c'était Jermaine O'Neal qui avait posé l'écran, c'est un moment de revenir sur Jermaine O'Neal. Tout à l'heure, j'ai parlé de edge. En général, on dit edge and recover. C'est-à-dire, je sors sur le porteur de balle, je le freine. Son défenseur initial a le temps de revenir sur lui. Et moi, pendant qu'il est en train de revenir sur lui, je peux revenir sur le poseur d'écran, Jermaine O'Neal, quoi. Et en général, voilà, il y a un peu ce jeu de passe-passe où momentanément, on a quasiment 2 joueurs sur le porteur de balle avant qu'il soit sous contrôle et que Wallace puisse revenir sur son vis-à-vis. Il y a des moments où ça marche pas. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un late switch. Où, bah non, c'est trop compliqué pour Ben Wallace de revenir sur Jermaine O'Neal, il est trop loin. Et du coup, il va vraiment rester toute la possession sur Jamal Tinsley. Donc ça, on va dire, c'est le cas du late switch. Et en général, même si voilà, c'était très bon, vous essayez d'éviter ça. Et justement, c'est ce que j'expliquais, et c'est là où Rachid Wallace allait dire non, non, c'est moi qui vais prendre, alors qu'il n'est pas du tout dans l'action, hein. C'est moi qui vais prendre Jermaine O'Neal. Toi, Billups qui était sur Tinsley, bah, je sais pas, tu vas finir sur tel autre joueur. Et du coup, on a des changements loin du ballon, et c'est sur des séquences, même si c'est souvent sur un genre triangle, on est sur ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler des scrum switch, etc. Des changements loin du ballon, parce que pour éviter le mismatch, etc. Et c'est des choses qu'il faisait même très bien avec une bonne communication, ça paraissait très naturel. Et clairement, des autres équipes, j'ai pas vu ce genre de mécanisme qui s'opérait, alors que j'imagine que pour l'époque, bah, généralement les postes 4 et 5 avaient des gabarits assez similaires. C'est quelque chose qui paraît très logique, mais c'est quelque chose que j'ai pas pourtant vu chez beaucoup de leurs adversaires. Alors après, il y a aussi la profondeur de l'effectif et la construction de l'effectif qui est faite pour, tu l'as dit, on a Ben Wallace, Rachid Wallace. On parlera peut-être tout à l'heure de l'apport de Rachid Wallace et des statistiques qui ont changé à partir du moment où il a débarqué à la trade deadline en 2004. Mais on a aussi que des joueurs très intelligents en défense. Chauncey Billups, Rip Hamilton, qui ne sont pas forcément connus pour ça, mais qui sont très forts. Tayshaun Prince, qui était un vrai spécialiste de la défense. Et même plus loin sur le banc, on peut citer Lindsey Hunter qui faisait un très très gros travail, ou même Antonio McDyess qui est arrivé en 2005. Donc on avait, mais même d'autres joueurs encore, Mehmet Okur, etc., qui sont de très bons à très corrects défenseurs. Je pense que dans cette équipe, il n'y avait pas de mauvais défenseurs, ce qui permettait de pouvoir appliquer justement ce genre de schéma très très agressif, même pour l'époque. Oui, et il y avait une sorte un peu d'émulsion collective aussi. Je ne sais pas si dans d'autres contextes, est-ce que des Rachid Wallace, je sais pas, d'autres joueurs, Rip Hamilton, se seraient donné autant en défense, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, bah, il y a un côté où je me trompe peut-être parce que j'ai rien pour le prouver, mais que la défense, c'est un peu contagieux. Et je trouvais que, de par, certains leaders, et je pense notamment Ben Wallace qui était très important là-dessus, il y avait vraiment cette envie de se donner en défense, ce qui fait que, à l'intelligence, globale et collective qui était très bonne, il y avait une envie qui allait de pair et qui fait que, bah, oui, ces schémas agressifs, mine de rien, bon, il y a des fois, on dit que c'est bien pour des défenseurs qui sont pas forcément, très enclins à faire des efforts parce que justement ça les force à faire des courses et cetera. Mine de rien pour l'époque, c'était pas si automatique que ça. J'ai trouvé que globalement, voilà, il y avait pas trop d'hésitation, dans le repli défensif, au rebond et cetera. Bah, voilà, comme on le disait, hein, le fait de, toujours venir plus ou moins à côté de la raquette, s'il fallait aider et cetera, qui faisait que, ça faisait un rendu assez spectaculaire et une défense particulièrement, étouffante et qui semblait, comment dire? Agitée par un seul cerveau alors qu'en réalité il y en avait 5 quoi. Tu as raison de souligner le côté émulation collective. Et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Lynn Center, justement, que je citais, et Mike James, qui étaient les deux remplaçants de Chauncey Billups et Rip Hamilton. Et en fait, les deux avaient très conscience que en gros, ils n'auraient pas de ticket shoot. C'était pas pour eux. Et leur seule manière d'avoir le ballon, de pouvoir en faire quoi que ce soit, c'était l'intercepter. Et sont deux des très bons intercepteurs des Pistons. Lynn Center était troisième de l'équipe, alors qu'il a un temps de jeu réduit en 2004, et Mike James était cinquième ou sixième. Donc voilà, les deux s'étaient fait une réputation, on les appelait les Palace Pitbulls, parce que justement, ils étaient très agressifs, et ils s'étaient dit tous les deux, si on veut avoir des tickets shoot, il va falloir qu'on fasse des interceptions. Voilà, c'était le principe, donc effectivement, ça souligne un peu ce que tu disais aussi, même chez les remplaçants.
Lindsay Hunter était en plus assez important dans cette équipe parce que c'était, on va dire, le plus à même de défendre sur, des arrières extrêmement mobiles. Là où, Billups, on sent qu'il préférait défendre sur des joueurs un peu plus costauds. Prince, c'était sans doute un petit peu trop rapide pour lui. Hamilton était plus un spécialiste loin du ballon que sur le ballon. Lindsay Hunter, c'était voilà, c'était un peu le cliché un peu de la peste défensive qui hésitait pas à faire des presses tout-terrain s'il fallait pour épuiser, je crois qu'il y a plusieurs cas où il essaye d'épuiser un peu Tony Parker lors des finales 2005. C'était finalement un type de joueur où, par exemple, dans le 5 des Pistons, il y avait pas de candidat naturel et Lindsay Hunter, souvent, devait faire des piges parfois un peu plus longues suivant le vis-à-vis qu'il y avait en face. Si c'était Jason Kidd, par exemple, il y en avait un petit peu moins besoin. Ouais, et notamment avec Dwayne Wade aussi en 2005. Je me rappelle de certaines grosses séquences avec de grosses presses tout terrain, comme tu disais, sur Dwayne Wade. C'est quelque chose que Larry Brown aimait faire, j'ai remarqué aussi un peu. C'est, sur certaines séquences, un peu, pour surprendre l'adversaire, de ne pas hésiter à faire, et à profiter du fait que, les 5 joueurs étaient assez mobiles et du coup, notamment les intérieurs, de profiter d'avoir cet apport de mobilité supérieure pour, ne pas être juste agressif sur demi-terrain, mais des fois, sur l'ensemble du terrain. Complètement d'accord. Est-ce qu'on part un peu sur les qualités qui font de Ben Wallace justement ce grand défenseur? En fait, on a toujours un petit peu justement l'image de cette, on va dire, boule de muscle un peu sous-dimensionnée pour un pivot. Il faut le rappeler, il fait donc 2,6 m, 6'9", si on compte comme les Américains. C'est plus petit que tous les pivots de l'époque. Même aujourd'hui, c'est genre plus petit que Kevin Durant, par exemple, si je dis pas de bêtises. Oui. Et en fait, même à l'époque de la NBA de 2004, beaucoup de personnes imaginaient qu'il ne pouvait pas jouer poste 5. Et d'ailleurs, il a joué aussi une grosse partie de sa carrière poste 4. Pourtant, malgré tout, il y a quand même 4 titres de défenseur de l'année. Donc, est-ce qu'Antoine, tu peux nous parler des outils physiques, justement, qui étaient à disposition de Ben Wallace? Comme tu le dis, c'est vrai que c'était non seulement c'était un petit joueur et un petit joueur pour son poste et j'ai pas réussi à trouver l'information de l'envergure, mais elle a pas l'air d'être, forcément immense, hein. Je sais, il existe des joueurs, on se dit: «Oui, ils sont pas très grands», mais comme ils ont une envergure qui est carrément démentielle, ça compense un petit peu ce manque de taille et c'est ce qu'on retrouve chez certains très bons défenseurs. Chez Ben Wallace, on a quasiment, ni l'un ni l'autre, hein, et ce qui fait que, au final, je comprends en fait qu'à l'époque, on ait des doutes sur le fait de dire, Ben Wallace poste 5. En termes, on va dire, de pure mensuration, clairement, il détonne et pas forcément dans un sens, très positif, hein. En général, vous regardez la liste des meilleurs défenseurs, de l'histoire de la ligue et vous trouverez des joueurs très grands, à la Mark Eaton, à la Rudy Gobert et cetera, ou des joueurs, très longs, comme un Draymond Green par exemple, et même si possible, les 2 comme un Rudy Gobert. Et c'est vrai que Ben Wallace, c'était un peu ni l'un ni l'autre, hein. Mais malgré tout, c'est pas parce que, il y a ces manques évidents sur un peu les mensurations principales, qu'on est sur un physique, moyen. Tu as parlé de la puissance et je pense que voilà, c'est un peu quand on voit Ben Wallace, il y a toujours cette image de ses biceps qui sont complètement énormes et je crois que c'est l'article qui le mentionne, du moins c'est un passage, de je ne sais quel match où, il serait dit que le joueur était capable de faire plus de 200 kilogrammes au développé couché. J'y connais rien de musculature, mais des réactions, ça avait l'air d'être assez impressionnant. Et cette musculature incroyable, elle était quand même très importante pour lui parce que c'est ce qui lui permettait quand même en partie déjà d'encaisser le fait la majorité du temps, voire quasiment 100% du temps, il avait affaire à des joueurs qui avaient un gabarit qui était supérieur à lui. Il y a ces fameuses images des finales 2004, mais aussi du duel contre le Heat en 2005, où Ben Wallace est au poste, essaye de résister au poste contre le Shaq. Alors, personne ne résiste au poste contre le Shaq, évidemment, mais l'image visuelle est complètement folle avec Ben Wallace qui a l'impression de faire une tête ou deux de moins que le Shaq. Mais en fait, au-delà de Shaquille O'Neal, c'était le cas contre tous les pivots de la NBA à l'époque. Et pourtant, justement, il a compensé avec cette musculature incroyable et cette force qu'il pouvait avoir, en fait. Ouais. Et à côté de ça, en plus, il avait, et ça sera assez important pour lui au poste, il avait un centre de gravité qui est assez bas. C'est l'un des avantages d'être un joueur qui n'est pas très grand, c'est que déjà votre centre de gravité est un peu réduit par rapport aux autres joueurs, mais en plus,
Souvent, on le voit par rapport à la taille des hanches, même pour une taille donnée, vous pouvez avoir des centres de gravité qui sont plus ou moins hauts. Et en général, le fait d'avoir un centre de gravité assez bas, fait que, vous êtes plus compliqué, à pousser en général. Parce que voilà, quand vous êtes au poste, vous êtes pas en train de pousser avec les épaules souvent, vous êtes en train de pousser avec votre postérieur. Imaginez Kylori, vous voyez très bien sa façon d'attaquer, c'est en généralement ça, et si vous avez un centre de gravité bas, ça veut dire que vous êtes capable, au point d'impact, de mettre le maximum de résistance. Là où par exemple, si justement on a Rudy Gobert en face, lui, son centre de gravité est super haut, ce qui fait qu'il va pouvoir être bougé au poste. Alors bon, il a une telle longueur que, OK, vous allez pouvoir le bouger, mais il risque de vous rencontrer au moment où vous allez tenter votre tir au maximum, au paroxysme du tir enclenché. Mais voilà, le fait d'avoir un centre de gravité assez bas, plus le fait d'être très costaud, fait qu'au poste, ça va être très très compliqué de vous bouger, quoi. Donc cette combinaison des deux est mine de rien assez importante. Mais bon, on peut se dire, ok, d'accord, mais c'est rien d'extraordinaire. Et je pense que là où Ben Wallace, d'un point de vue athlétique, prend tout son sens, c'est dans sa mobilité. Alors déjà dans sa mobilité, sans doute plus latérale qu'une mobilité nord-sud. Ce que j'appelle nord-sud, ça serait par exemple la capacité à accélérer, décélérer, de pouvoir, on va dire sur une course en ligne droite, justement de pouvoir ralentir net, sans perdre ses appuis, etc. On verra sur cet aspect-là, il y a peut-être un petit problème du côté de Ben Wallace, mais en tout cas pour ce qui est de la mobilité latérale, ce qui est souvent, on va dire, un requis très important en défense pour tout simplement tenir votre vis-à-vis en isolation. Il va essayer de passer à droite, à gauche, et vous êtes à chaque fois capable de le suivre, d'avoir ce jeu en miroir par rapport à lui et de le bloquer. Et là-dessus, Ben Wallace, c'est particulièrement impressionnant. Je sais qu'il détonne par le fait qu'il a une taille plus petite, donc on se dit forcément ça va avec une mobilité qui va de pair, mais je pense que même avec ça pris en compte, ça reste assez incroyable parce que on en parlait tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir jouer ce jeu très agressif en sortie d'écran, à sortir sur les porteurs de balles, voire, comme on parlait tout à l'heure de late switch, où il n'a pas le temps de revenir sur son vis-à-vis et qui du coup il est bloqué face à un porteur de balle assez mobile. J'ai vu des séquences face à Tony Parker par exemple, où Tony Parker essaye de le passer et non, non, il est obligé de relâcher la balle derrière. Il arrive tout simplement pas à passer Ben Wallace en pénétration, quoi. Et c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours envie d'avoir ces postes 5 qui peuvent changer sur tous les postes, même sur le poste 1. Mais même aujourd'hui, des joueurs qui sont vraiment capables de le faire, où on se dit, ah là, ça a changé, là, ça va être vraiment problématique. Je suis pas sûr que ça se compte au-delà de. Oui, ça doit se compter sur les doigts d'une main, quoi. Et du coup, que Ben Wallace soit capable de le faire, alors certes dans un jeu moins aéré qu'aujourd'hui, mais qu'il soit capable de le faire en 2004, ça montre quand même une mobilité latérale qui est vraiment hors norme pour l'époque. Ouais, c'est ce que tu as dit, ça permettait de faire ce fameux edge, aller vite sortir très, très fort sur le porteur de balle, donc souvent le meneur, et puis pouvoir revenir, très rapidement aussi sur son pivot. Je pense que tous les joueurs qui n'étaient pas aussi rapides, enfin ou aussi mobiles plutôt que lui, ne pouvaient pas forcément faire ça facilement, et comme tu l'as dit aussi, quand il y avait ces sortes de pseudo switch où il était obligé de rester sur le meneur, et bien en fait, il se faisait pas passer si facilement, il se faisait même pas passer du tout. Couplé à ça, le fait que très peu de pivots adverses pouvaient le bouger au poste, excepté, on va dire, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, Shaquille O'Neal, ben on se retrouve avec un joueur, alors on pourrait pas parler comme ça, mais ça serait presque le genre de joueur qui serait capable de défendre les 5 postes, alors si je veux exagérer un petit peu. C'est l'idée. Alors, je pense que, par exemple, s'il devait suivre un Rip Hamilton, ou disons un Reggie Miller pour un joueur adverse, naviguer à travers les écrans, ça serait compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est, on va dire, en isolation pure, pour moi, on a quelqu'un qui était capable, en effet, de défendre sur les 5 postes. Et comme je dis, même aujourd'hui, vous allez avoir peut-être Bam Adebayo qui le fait très bien. J'en oublie certains, mais je pense pas qu'il y en ait 5 qui soient capables de le faire aujourd'hui, quoi. Alors que l'emphase, aujourd'hui, sur ce genre de joueur est quand même assez haute, quoi. Donc c'est dire, à l'époque, où on demandait même pas trop ça, à quel point c'est exceptionnel. Et c'est justement pour ça qu'on a commencé en intro à parler du système de Larry Brown et du système des Pistons, parce que justement, c'est aussi pour ça que cette agressivité constante sur la sortie d'écran et sur les aides, eh ben, un joueur du profil de Ben Wallace avec sa mobilité et sa puissance pouvait le permettre. Tous les autres joueurs n'auraient pas pu le permettre aussi. Exactement. Et à cette mobilité,
il y avait en plus une verticalité. Je dirais pas que c'était un joueur qui était particulièrement explosif, qui est capable, on va dire, directement d'avoir une grosse détente juste sur un appui sans élan, ou de pouvoir, sauter à plusieurs fois très rapidement. C'était pas vraiment le style, mais on avait quelqu'un qui, s'il fallait monter au contre, qui était capable, en dépit de sa taille, de monter, vraiment assez haut. Et je trouve que le fait que le joueur, j'ai été regarder au niveau des statistiques, au niveau des contres. J'ai utilisé une statistique avancée qui s'appelle le block percentage. Et grosso modo, en fait, c'est le nombre de tirs, parmi tous les tirs que va tenter l'équipe adverse, le nombre que vous pouvez en contrer. Et là, ça se focalise uniquement sur les tirs à 2 points. Et le chiffre, il est de 6 Ben Wallace a eu des pics, je crois qu'en général, il doit être à 5% en carrière, et il a eu des pics à au-delà de 6%. Alors, bon, j'imagine que comme ça parle pas. Mais je crois que dans l'histoire de la Ligue, depuis que la statistique existe, donc on doit être à la fin des années 70, il n'y a même pas eu 70 saisons qui ont été faites avec cet accomplissement. Donc je dis même pas le nombre de joueurs qui l'ont fait, le nombre de saisons. Donc c'est quand même suffisamment rare. Et si après on filtre par la taille en prenant des joueurs qui ont été capables de faire ça en mesurant moins de 2,08 m, il y en a tout simplement trois. Kirilenko, Josh Smith et Ben Wallace. Et les deux autres sont dans des styles très différents, des phénomènes physiques à part entière. Du coup, voilà, Ben Wallace est aussi d'une certaine manière un phénomène physique, et que vous n'arrivez pas à pouvoir contrer autant de fois l'adversaire en étant aussi petit sans avoir cette capacité à avoir une détente et d'aller rencontrer les tirs assez hauts, et pour pouvoir justement faire ce nombre de contres qui, sans que ça soit historique du côté de Ben Wallace, qui fasse partie malgré tout de l'élite de la Ligue. Et de multiplier aussi les sauts, de répéter les efforts. J'ai justement le souvenir de Ben Wallace en quatrième quart-temps de match qui était justement capable en défense de sauter plusieurs fois pour contrer un, deux contre ou un, deux sauts, même sans contre, un gêné. Et justement, on a ce côté endurance totale en fait. Là où par exemple, on garde l'exemple d'un Shaquille O'Neal qui, dans les duels contre les Pistons, contre Ben Wallace justement, se fatiguer au fur et à mesure du match, qui commençait très fort et qui finissait beaucoup moins. On a ce Ben Wallace qui est constant sur la durée. Oui, je trouve que l'endurance, c'est souvent un facteur qu'on oublie. Par exemple, c'est pas quelque chose qu'on parle souvent chez Stephen Curry, alors que elle est complètement exceptionnelle, cette capacité à pouvoir quasiment maintenir son adresse, même dans les fins de match, alors qu'il bouge en permanence du début à la fin de la rencontre. C'est assez exceptionnel. Et c'est ce qui lui, sans cette endurance, je pense pas qu'on aurait le même joueur. Et Ben Wallace, c'est un petit peu pareil. Il faut se dire que voilà, on le dit, hein, il est en déficit de physique face à la majorité des joueurs. Et du coup, non seulement on lui demande pas juste de compenser momentanément, ça va être tout son match, toute sa saison qui va être comme ça. Aujourd'hui, toujours un peu une limite qu'on a à vouloir jouer le small ball, c'est de se dire, mais voilà, il faut préserver les joueurs, parce que si directement on fait ça en saison régulière et que c'est notre plan A, on va cramer les joueurs qui justement sont les intérieurs qui vont jouer ce small ball. En fait, ça a été toute la carrière de Ben Wallace quasiment comme ça, et que c'était pas parce qu'on était en fin de carton que son intensité diminuait, que ça soit au rebond, que ça soit dans les aides, que ça soit dans le fait de contester justement un post-up, etc. Il était toujours là, et je pense que c'est ce qui fait en partie le succès du joueur. À noter surtout qu'il avait aussi déjà pratiquement 30 ans en 2004 pour le titre des Pistons. Donc on a un joueur qui est rentré en NBA déjà un petit peu âgé, qui a mis un peu de temps à émerger, et malgré tout, du coup à 30 ans, c'était un monstre physique avec cette endurance, on va dire XXL. Oui, et je pense qu'à ses qualités physiques, il faut rajouter aussi un QI, un feeling basket qui était vraiment très bon. Et je sais que ce côté feeling, QI, à des moments, c'est difficile d'être palpable. Et c'est vrai que là, récemment, il y a des articles qui s'intéressent au sujet, qui sont très intéressants, qui disent, voilà, le feeling, c'est quoi? Ça va être par exemple la reconnaissance des motifs, des patterns. C'est typiquement, je suis Ben Wallace, je me tiens au poste, je suis pas inquiété, je suis pas dans l'action, mais je tourne la tête pour voir quelle est la situation de l'équipe. Et directement, les neuf autres joueurs, ok, c'est comme ça. Donc je sais que, un peu la manière d'un joueur d'échecs qui, ok, cette composition-là, je l'ai déjà vue quelque part, et je sais qu'en général, il se passe ça. De l'avoir juste en un seul coup d'œil,
c'est important. Puis après, on rajoute un peu derrière le traitement visuel parce que, bah, justement, les baskets, c'est pas un jeu d'échecs, c'est continuellement en mouvement et du coup de se dire: «OK, d'accord, c'est, la possession adverse, c'est dans telle disposition, mais c'est en train d'évoluer comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et enfin derrière la vitesse de traitement ou de se dire: «Bah, OK, je le vois et je sais qu'il faut que faut que j'agisse maintenant parce que ça va bientôt me concerner, quoi». Donc derrière des concepts qui paraissent très théoriques, concrètement, c'est quoi? Bah, ça va être une capacité à anticiper les aides et avoir un bon positionnement. Ça va être le sens du timing où, bah, voilà, quand vous êtes en déficit de taille, en général, bah, vous avez intérêt de ne pas céder aux feintes et de monter au bon moment, parce que, clairement si vous manquez de timing, bah, vous serez là trop tôt ou trop tard et le tir ne sera pas bien contesté, quoi. Et c'est aussi derrière un peu, une connaissance de son propre corps, ce qu'on appelle parfois par notamment la coordination entre les yeux et les mains où OK, je vois ce qu'il faut faire et maintenant il faut que mes mains l'exécutent et souvent on dit que Ben Wallace c'était un joueur avec de très bonnes mains. Bon, je pense qu'il faut rajouter le côté défensif des mains, Non, il vaut mieux, ouais. mais c'était quelqu'un qui était et là on retrouve un peu à la fois le sens du timing, mais aussi une coordination que tout le monde n'a pas, forcément. D'être, bah, voilà, d'être capable tout simplement d'aller contrer à un moment dans des ou d'intercepter dans des espaces hyper restreints où, je sais pas, une demi seconde plus tard ou, quelques, dizaines de centimètres plus tôt ou, plus loin, bah, tout d'un coup ça devient une faute, quoi. Et là-dessus, je trouve que c'était un joueur qui et ça se ressent offensivement, mais de manière, très difficile à déceler, mais c'était un joueur qui globalement était, assez intelligent, dans sa façon de défendre et clairement, là aussi, c'est ce qui a fait partie du succès et pourquoi le joueur a été élu 4 fois défenseur de l'année. Ouais, c'est un des trucs qui m'avait marqué, très tôt en fait, même à l'époque où je regardais où j'ai découvert le basket et que je regardais du coup les Pistons. C'est cette capacité de réaction, cette vitesse d'adaptation à la situation. Tu l'as dit, pour les aides, je pense on peut aussi revenir sur cette histoire de edge, de pick and roll, de comprendre comment ça va se passer, comment tout le monde va réagir et bah, ouais, tu l'as dit, ce sens du timing en fait. J'ai toujours trouvé, au-delà des outils physiques, la première fois, que j'ai vu Ben enfin les premières fois que j'ai vu Ben Wallace, je me suis pas dit: «Ouais, beh, OK, il est petit, mais il est très costaud et tout». En tout cas, ce que je me disais, c'était que comme défenseur, c'était un des meilleurs pour, réagir à la situation et profiter du dixième de seconde, qu'il avait pour faire la bonne action, ta fameuse coordination peut-être entre les yeux et les mains. Oui, c'était quelqu'un qui était toujours alerte aussi. C'était possible de le prendre par défaut. J'ai déjà vu quelques séquences où, il est côté faible et côté fort, la défense, a été percée et on voit bien qu'il a pas réagi suffisamment dans le bon temps, mais ça reste très rare et c'est parce que souvent il est alerte, alors qu'on pourrait penser que défensivement jusqu'à ce que, son joueur essaye de se démarquer, de jouer le poste et cetera, il est souvent en fait beaucoup en mouvement, où il va pas hésiter à se décaler et ça c'est globalement, c'est pas lui aussi, il y a pas que lui qui le fait. C'est ce qu'on disait, voilà, cette équipe des Pistons qui bouge un peu comme un seul homme, suivant où est le ballon, qui est là comment l'équipe adverse est positionnée sur le terrain. Cette équipe arrive à justement, bah, contrecarrer les plans adverses, de par son bon positionnement, mais Ben Wallace là-dedans, c'est vraiment c'est le plus important, parce que voilà, c'est souvent le dernier rempart par rapport au panier et même s'il a pas un facteur dissuasif qui est énorme, bah, comme on le disait, ses attributs physiques font qu'il n'a pas le droit d'être en retard et le fait qu'il soit rarement montre une véritable intelligence de jeu. Est-ce que tu peux en profiter pour rebondir sur cette intelligence et peut-être parler de sa défense loin du ballon? Je pense qu'on a peut-être abordé sa défense sur le ballon. Ouais, alors c'est vrai que et c'est ce qu'on disait un peu par rapport aux règles de défense illégale, où c'est vrai qu'avant, bah, forcément, comme vous étiez un peu obligé de défendre en homme à homme, ce qu'on demandait beaucoup, c'était une défense, sur le ballon et bon, même à l'époque, même dans les années 90, la défense loin du ballon, restait quand même très importante. Mais c'est vrai que avec les défenses illégales qui sont cassées en 2001, ça va être le début, on va dire, d'une tendance où la défense loin du ballon va être de plus en plus importante. Parce que, bah, voilà, vu que vous avez vraiment la possibilité de vous positionner n'importe où sauf 3 secondes dans la raquette, bah, les joueurs qui savent en tirer profit, vont être capables de maximiser leur défense. Et Ben Wallace était particulièrement bon là-dedans. On parlait justement de ses mains où il avait cette capacité, je crois que dans l'article, il est comparé un peu à un chat,
Ouais, un chat, exactement, ouais, tout à fait. Et je vous mettrai l'article et vous irez voir. Clairement, il y a des séquences, un nombre incroyable de séquences où Ben Wallace a les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement pour gêner. Quand vous avez Ben Wallace sur le dos, il y a rien qui est facile, en fait. Exactement. Et là-dessus, je crois qu'il a, pour un intérieur, il a un nombre de saisons, avec un certain nombre d'interceptions qui est assez extraordinaire où je sais plus, j'avais fait le calcul en mettant le filtre en me disant: «Bon, sur les joueurs qui ont joué plus de 1 000 minutes par saison et qui ont eu à peu près tant de pourcentage de possession interceptée adverse». Je crois qu'il était le deuxième derrière Olajuwon avec le plus de saisons en ayant passé ce critère-là avec 11 saisons, je crois. Donc c'était quelqu'un qui était très bon à l'interception et j'ai envie de dire quasiment pour le coup, sans le ballon, mais on va dire en étant quand même un peu impliqué directement ou des fois, carrément un peu en libéraux derrière la défense où l'attaque adverse essaye une passe hasardeuse pour, survoler et changer un peu le côté et là-dessus, ben, si ça passe à côté de Ben Wallace, souvent si c'était pas récupéré, c'était au moins dévié, quoi. Donc il avait vraiment de très bonnes en plus il hésitait pas et c'est là qu'on retrouve un peu le sens de l'anticipation, l'intelligence, à des moments aussi de laisser croire qu'il y a un espace. C'est là où on reconnaît des fois les très, très grands défenseurs, c'est qu'ils sont pas juste en train de défendre, on va dire un peu de manière scolaire. Ils sont quasiment en train de jouer à ce jeu du chat et de la souris, mais en ayant toujours un temps d'avance sur l'attaque, alors que d'habitude c'est l'inverse. C'est l'attaque qui est censée, c'est elle qui décide de comment se déroule la possession. C'est elle qui a le ballon dans les mains, qui dicte souvent ses termes. Et les exceptionnels défenseurs, ils renversent ce paradigme en disant: «Non, non, je te laisse croire que, le chemin est libre» et en fait non, il l'est pas et oui, tu as fait la passe et c'était exactement ce que j'avais prévu et je l'intercepte ou je la dévie. Oui, notamment justement sur ces fameux écrans, il revient, faussement lentement et juste assez pour dévier la balle qui rentre à l'intérieur et de toute façon, en fait, le final 2004 le montre assez bien. Faire rentrer la balle, à l'intérieur, laisser le pivot adverse prendre position, c'est quasiment mission impossible. Il y a toujours et les finales de conférence contre les Pacers sont un bon symbole de ça. Le pauvre Jermaine O'Neal qui doit prendre position au poste pour faire ses séquences habituelles. Bah, en fait, il n'y arrive pas parce que Ben Wallace est toujours derrière lui, a dévié un nombre incroyable de ballons, pas forcément intercepté, mais dévié. Je ne sais pas s'il y a des stats pour compter les déviations, mais là, Ben Wallace doit être aussi assez bien placé. Il y en a aujourd'hui, mais il y en avait pas à l'époque, Ouais, malheureusement. voilà, c'est dommage. Du coup, on avait cette activité, on va dire, loin du ballon qui était réelle. En plus, on va dire des aides où, si, le porteur de balle arrivait à passer la défense de Billups ou de Lincenter, il était souvent là, quand même pour contester sous l'arceau comme il fallait. Ça, aujourd'hui, on va dire, c'est quasiment ce qu'on recherche le plus chez les intérieurs, c'est, d'avoir cette capacité, ce qu'on appelle un peu une défense en second rideau, de pouvoir, bah, apporter une protection d'arceau alors qu'on n'est pas directement impliqué derrière et là-dessus, il est vraiment très intéressant parce que clairement, je pense pas que ça soit le meilleur protecteur d'arceau de sa génération. Comme on disait, la protection d'arceau, c'est là où la taille, l'envergure, se font le plus ressentir. Clairement, j'ai pas l'impression qu'il y avait une véritable peur chez, les adversaires, d'essayer d'aller tenter un tir dans la zone de Ben Wallace comme, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Gobert, Dwight Howard à une époque ou même Mark Eaton pour remonter encore plus dans le passé. Il y avait pas ce facteur dissuasif, chez Ben Wallace parce que je pense qu'il c'est là où peut-être les attributs physiques en défense se font le plus ressentir pour lui. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y avait pas de protection d'arceau et justement, même je pense que quand on prend en compte ses handicaps un peu physiques, bah, il était malgré tout capable de vraiment pouvoir, contester un nombre de tirs à l'intérieur, qui était vraiment je dirais pas, encore une fois, je dirais pas que c'était, le meilleur de sa génération, mais clairement qui était élite et ce qui, encore une fois, j'insiste, n'était pas garanti, au vu de son profil physique et de tout ce qu'il peut apporter dans le reste de la défense. D'une certaine manière, là, on a le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ouais, comme tu l'as expliqué au tout début, en fait, Ben Wallace défendait pas face au panier, en fait. C'était un peu sur le côté, il était là pour attendre que le joueur déclenche, son lay-up et puis, son parfait timing pour justement essayer de le contrer, en fait, à la toute fin, au tout dernier moment. Ça se passait comme ça avec lui. C'est ça. Ce qui fait que c'est vrai que des fois, par exemple, notamment un Ginobili, je trouvais arrivait bien à le passer. Parce que,
disons Ginobili arrivait à avoir toujours un peu ce côté imprévisible, un peu insaisissable, qui pouvait gêner Ben Wallace sur certaines séquences où, bah, c'est typiquement, OK, tu en train de passer, sur ton isolation, côté fort, j'arrive en rotation côté faible, mais je t'attends de ton côté, sauf que Ginobili tente un reverse layup et oui, Ben Wallace c'est pas capable, à la fois de défendre, le layup direct et le reverse de l'autre côté. On pourrait penser que voilà, des joueurs immenses seraient capables de le faire parce qu'ils auraient peut-être même pas eu besoin finalement de sauter, sur la première intention de Ginobili. Ben Wallace ne peut pas se permettre de ne pas sauter sur la première intention et alors après voilà, il a cette intelligence pour, la majorité du temps, comme je disais, ne pas sauter sur les feintes et cetera. Mais voilà, c'est à un moment, il faut rester dans le domaine du possible et c'est vrai que là-dessus, ça lui manquait un petit peu. Mais c'est voilà, c'est pour ça aussi, je pense qu'il aimait bien défendre un peu sur le côté, non pas frontalement, pour essayer de pouvoir lire et attendre, le déclenchement du tir du joueur, le plus finement possible pour pouvoir derrière ajuster son timing. Ouais, parce que malgré tout, il s'est aussi mangé une tonne de posters parce que voilà, quand le gars arrivait, en mouvement, bah, du coup, face au panier, il est un peu trop petit et les limitations physiques font que. Mais par contre, il provoquait aussi pas mal de fautes offensives. Oui, oui, c'est vrai que c'était quelqu'un, bah, il profitait justement de sa mobilité, en se disant: «Bah, voilà, si tel joueur monte, monte au layup, j'arriverai peut-être pas à le contester comme il faut, mais vu que je sais ce qu'il va faire, bah, j'ai juste à prendre quelques pas et jouer la charge». Est-ce qu'on aborde, la question du rebond? Même si je ne sais pas si on le range vraiment dans la catégorie, défensive. Ce que j'ai toujours aimé avec Ben Wallace, c'est et qu'il est souligné dans l'article, c'est la «beauté» entre guillemets des rebonds qu'il prenait, ces espèces de rebonds contestés, qu'il était capable de choper presque à une main, en fait. Mais je ne sais pas si on le rentre vraiment dans les qualités défensives. En fait, sur le rebond défensif, statistiquement, je m'attendais à quelque chose de je dis pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue d'impact collectif, même s'il a souvent été dans des très bonnes équipes au rebond, on voit pas un impact qui est gigantesque là-dessus. Mais malgré tout, encore une fois, au vu de ses dimensions, le fait que, bah, entre guillemets, «on ne voit pas trop de problèmes, au rebond» et cetera, ça veut dire quelque chose. Alors on sait que voilà, il existe de très bons rebondeurs qui ne sont pas forcément pour autant très grands. Je pense, bah, notamment à Charles Barkley. Je suis même pas sûr que Oakley était particulièrement grand lui non plus. Donc c'est vrai que voilà, il y a ce sens du timing qui est toujours important et comme tu dis, Ben Wallace avait un côté esthétique dans le sens où, sa puissance, son sens du timing et sa verticalité fait qu'il pouvait quand même aller chercher le rebond très haut et souvent il avait cette capacité à s'étendre et un peu quasiment à monter sur l'attaquant qui essayait de choper le rebond offensif et juste du bout de la main, un peu de la quasiment d'un revers de la main, de la pousser légèrement vers lui pour qu'elle retombe dans sa zone, quoi et de le récupérer le ballon juste un peu plus bas, ce qui fait que ça donne un mouvement très, très gracieux et encore une fois très félin, je trouve. Mais sans, je pense qu'on ait un rebondeur à la Dennis Rodman où c'est une qualité qui lui permet diamétralement de changer les matchs. Pour, Ben Wallace, on est plutôt dans, ça sera pas forcément une très grande force de l'équipe, mais par contre, bah, voilà, au vu de ce que je peux apporter, normalement, ça devrait être quelque chose que je concède et non, en fait, je concède rien parce que je suis suffisamment très bon au rebond, pour compenser mon manque de taille et faire que ça ne soit pas un problème. Oui, voilà, c'est pas finalement, on va dire une force c'est pas une force naturelle du rebond, même s'il a été, 2 fois meilleur rebondeur de la ligue si je me trompe pas. Mais, au point de vue de sa taille, si on ramène ça à sa taille par rapport aux joueurs qu'il avait à l'époque, les gabarits qu'il avait à l'époque, ça reste assez incroyable. Est-ce qu'on finit le tour de ses qualités par, un de mes mots préférés que vous utilisez dans l'écho des parquets, la scalability? Oui, c'est l'un de nos mots préférés qui, je crois, vient de Ben Taylor à l'origine, qu'on aime beaucoup aussi. On va pas juste s'attribuer le terme de notre côté et je crois qu'en français, le terme scalable existe. En tout cas, je sais que dans l'informatique, il existe. La scalability, bah, justement, s'il existe dans le terme de l'informatique, c'est en général, ça se dit d'un site qui est capable de tenir la charge. Ou, OK, ça va marcher si vous avez 10 utilisateurs, mais si vous en avez, je sais pas, par exemple, l'équivalent de Netflix, bah, oui, Netflix, c'est typiquement un site qui est très scalable parce qu'il est capable de monter la charge. Et quel rapport avec le basket, me direz-vous? Le rapport avec le basket, c'est, bah, votre capacité à impacter, à être très bon dans différents contextes
et notamment dans des contextes très bons, où il y a cette idée, être un très bon joueur d'une équipe, si on va dire là où vous êtes dans votre meilleur dans une équipe qui visera les 30 victoires, c'est bien, faut pas dénigrer ce genre de joueurs parce qu'ils peuvent apporter dans plein d'autres choses que purement, l'efficacité et le côté victoire et cetera. Mais c'est vrai qu'en général, les joueurs qui sont les plus intéressants, c'est que, même quand l'équipe devient très bonne, ils peuvent garder leur impact. Et en général, la défense, il y a pas trop de problèmes, parce que la défense en général, je veux dire, il y a pas trop d'équivalent défensif il y a qu'un ballon en attaque. Malgré tout, on pourrait dire que dans une équipe quand vous êtes généralement un très bon 5, c'est pas garanti qu'en mettant un autre très bon 5 à vos côtés, vous soyez, forcément une très bonne défense. Parce que celui qui va être rendu justement, à ne pas défendre le plus gros gabarit adverse, mais jouer le poste 4, c'est pas une garantie qu'il soit capable de le jouer. Et pour en revenir à Ben Wallace, lui justement défensivement, il y avait aucun souci. Je crois que tu le disais dans ta chronique, sur lui et sur son histoire, il avait commencé poste 3 et globalement, en fait, ça faisait pas si tâche que ça et je crois qu'il a passé 25 de sa carrière en poste 4 et pareil, c'est pas quelque chose de si problématique et il était capable justement, à la fois, c'est comme on dit, c'est un joueur qui, en étant à l'intérieur, n'offre quasiment, aucune véritable grosse faiblesse défensive. Si vous voulez en faire votre tour de contrôle intérieur, c'est possible. Si vous voulez en faire un deuxième intérieur qui est capable et qui est assez à l'aise pour, justement jouer plus agressivement, défendre des 1 contre 1 au périmètre, il est capable de le faire et je pense que c'est ce qui fait que dans des contextes assez divers, même si il est magnifié dans celui des Pistons, notamment avec Rachid Wallace, c'est quelqu'un qui aurait été peut-être pas un défenseur de l'année dans n'importe quel contexte, mais du moins pas loin. Oui, parce que, l'histoire du poste, était très intéressante. Effectivement, après sa non draft du coup à la Summer League, où il joue avec Boston poste 3, parce que justement il peut défendre, les postes 3, les postes 2, même les postes 1. Bon évidemment, il y a le revers de la médaille en attaque, ça passe pas. Il se fixe comme pivot, à Washington et à Orlando. Il fait sa première saison à Détroit comme pivot et là, il y a Rick Carlisle qui arrive et qui lui dit: «Bah, du coup, j'aimerais bien que tu joues, poste 4 pour pas justement te manger les grands pivots que tu peux tenir, mais tu te fatigues à tenir et je voudrais que tu joues poste 4». Et il joue une partie, alors il joue pas toute la saison, mais il joue une partie de la saison poste 4 avec Clifford Robinson qui joue poste 5. Et la saison d'après, il se refixe de nouveau poste 5. Donc il était capable de jouer sur les 2 postes et jouer presque sur tout système. Et en fait, à partir du moment où il y a Rachid Wallace qui arrive, on a presque 2 joueurs intérieurs, qui jouent chacun, leur rôle, mais qui peuvent échanger au gré des besoins. Et justement, tu le disais tout à l'heure, quand il y a ces questions de pick and roll, du coup, si Ben fait une sorte de switch, c'est Rachid qui prend son défenseur et vice versa. Il y a vraiment cette possibilité de rebondir sur à peu près n'importe quel rôle. C'est ça. Je crois que l'un des meilleurs exemples, c'est justement contre les Spurs où, certes, quand il y a Nazir Mohamed dans le 5, bon, entre Nazir Mohamed et Tim Duncan, après tout, il y a pas trop de différence, pourquoi pas? Mais quand Roberto vient, ça pourrait être plus problématique et non, pour les Pistons, ça leur pose, strictement aucun problème, quoi. C'est ce qui fait qu'à des moments, je pense que c'est même pas forcément dans le plan de jeu, de Larry Brown de dire: «Non, non, là, telle possession, ça va être toi qui vas prendre Duncan, puis après, ça va être toi» et cetera. C'est non, vu comment la possession évolue, il y a cette capacité de changer. Si sur le retour en transition, c'est un peu compliqué, il y a pas de souci, on peut changer et ce qui fait que ça leur offre une flexibilité, une certaine aussi, uniformisation tactique où, c'est pas parce que ça que souvent dans les défenses, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Il y a la défense sur, si, tous les du poste 1 à 4 sont impliqués, ça va à peu près la même. Par contre, si c'est le poste 5, là, c'est quelque chose de différent. À l'époque, avec les Pistons, non. Au final, c'est pas parce que ça soit Rachid Wallace, que ça soit Antonio McDyess, que ça soit, Ben Wallace, on va pas défendre différemment la possession et ça rend la chose, assez intéressante et je pense que ça amène une certaine cohésion, qui facilite justement, comme je disais, cette défense, avec un seul cerveau, ce déplacement comme d'un seul homme de toute cette équipe. Bon, bah, du coup, pour l'instant, ça nous fait quand même un défenseur, beh, qui est super fort, qui a des atouts physiques, qui sait s'en servir en plus et qui applique, on va dire, un plan de jeu qui est parfaitement bien dessiné par son coach. Donc j'ai envie de te dire que là, on est presque face à l'un des
tout meilleur défenseur de l'histoire, au moins quelqu'un qui mérite largement ses 4 titres de défenseur de l'année. Sauf qu'évidemment, c'est pas si évident et que Ben Wallace, le défenseur, il a quelques faiblesses, on l'a dit, et notamment la plus évidente, ben, du coup, le problème de taille et de longueur. C'est ce qu'on a dit et ça se ressent sur la protection. En fait, ça se ressent pas du tout, par exemple, sur le jeu au poste, où, bah, oui, comme on me disait, vous serez pas capable de l'enfoncer, vous serez pas capable en plus de jouer le coup de la mobilité avec lui, bien évidemment. Limite, il va être capable de bloquer vos passes d'entrée parce qu'il est plus mobile que vous, parce qu'il a ses mains, toujours très dynamiques et cette anticipation. Donc là-dessus, son problème de taille se fait pas ressentir, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la protection d'arceau, où il y a pas ce côté dissuasif qui existe vraiment chez Ben Wallace, où les joueurs ont le sentiment de pouvoir l'attaquer des fois, à leur détriment, mais des fois aussi, bah, comme tu disais, ça finit en poster et ça se passe très bien, quoi. Et c'est vrai que, en fait, souvent, si la balle arrive vraiment très près du panier, on va dire carrément en dessous du panier, et que le pivot adverse a juste à la dunker, bah, quand c'était face à Ben Wallace, en général, le joueur allait pouvoir la dunker. Ben Wallace allait pas pouvoir être, suffisamment grand, pour gêner de nouveau cette possession. Et je pense que c'est l'une de ses plus grandes limites, c'est qu'il y avait pas cet aspect si dissuasif que ça et de pouvoir, bah, sur certaines séquences, complètement annihiler, toute tentative près du panier. Il était très, très bon dans le domaine, mais voilà, pas au point de la crème de la crème. Et c'est vrai que quand vous avez pas ça, c'est compliqué, on va dire, pour prétendre sans doute au panthéon des meilleurs défenseurs. Et quand je dis panthéon, je parle du top 5, quoi. La question que j'ai envie de te poser là, c'est est-ce que, Ben Wallace pourrait jouer, dans une défense conventionnelle comme on l'appelle aujourd'hui? Du coup avec le pivot qui fait plutôt du drop face au panier. Est-ce que c'est possible? Ça me semble extrêmement limité. Je pense que c'est possible parce que, il va le gagner avec sa mobilité, mais on va dire sa mobilité ça lui permettra toujours quand même malgré tout et son sens de l'anticipation et sa verticalité de pouvoir être gênant. Je pense pas, on va dire que ça viendrait c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'il est scalable, c'est que je pense que même si on le met en drop, tout d'un coup la défense ne va pas devenir mauvaise. Mais vous perdez clairement ce qui fait l'avantage de Ben Wallace. Et oui, vous aurez pas un rendu des meilleurs protecteurs d'arceaux de l'époque. Donc oui, je pense que là, clairement, ça serait pas l'utilisation la plus recommandée de Ben Wallace. Et c'est ce qui fait un peu partie c'est ce qui fait un peu partie de ses faiblesses. Et là-dessus, c'est vrai que si on l'imaginait dans le jeu actuel, je pense que ça serait, je crois que moi j'avais noté 2 défauts, ça serait oui l'un de ses grands défauts. Ça me fait penser que quand du coup, je préparais ce podcast et que je regardais les matchs de Ben Wallace, je me disais que c'était une sorte d'anti-pivot moderne. Je prends l'exemple de Rudy Gobert aujourd'hui, je caricature un peu, mais on va dire que c'est plus ou moins un pivot de saison régulière et que quand on arrive en playoff, du coup, il est presque inutile, je caricature à fond et que Ben Wallace, ça serait presque le contraire. En fait, c'est un pivot fait pour les playoffs. C'est ce qu'on a remarqué par exemple cette saison avec Bam Adebayo, qui n'est pas, particulièrement immense, qui n'est pas une force de dissuasion extraordinaire en mode drop, mais comme il est capable de jouer n'importe quel type de défense et de s'adapter à quasiment tous les adversaires, bah, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a finalement, bah, toujours ses qualités, peu importe ce qui peut se passer. Or, on sait que dans le jeu actuel, en général, les plans de jeu offensifs, c'est, comment on va attaquer le poste 5 adverse. On l'a vu contre Milwaukee, c'est voilà, on sait que Brook Lopez va attendre au niveau de la ligne des lancers francs. On sait qu'en sortie d'écran, le tir sera libre, donc on va appuyer au maximum là-dessus. Et ce qui fait que ça peut passer face à des adversaires qui n'ont pas les forces pour les exploiter. Mais en général, si vous voulez aller loin, vous allez tomber sur un adversaire ou si vous avez une faiblesse évidente qui va pouvoir en tirer profit. Et des joueurs qui ne concèdent rien, bah, c'est vrai qu'a priori en saison régulière ou en général, on reste sur un schéma défensif assez similaire du premier match jusqu'au dernier et que du coup, des joueurs polyvalents défensivement ont moins d'intérêt. C'est en playoff qui se révèle extrêmement intéressant parce que ce côté, en fait, je suis peut-être pas A plus partout, mais on va dire B, B+. C'est pas quelque chose qu'on remarque en saison régulière, mais en playoff, c'est complètement magnifié parce que l'absence de faiblesse devient une véritable force. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, Ben Wallace, c'était pas, une force de dissuasion, comme peuvent l'être les très, très grands pivots, un petit peu plus classiques et ça, c'était le premier défaut que tu disais et le deuxième et là, par contre, ça, je l'avais totalement raté, c'est dans l'article et dans les vidéos que je m'en suis rendu compte. Ben Wallace se rate totalement sur ce qu'on appelle les close-out. Les close-out, c'est typiquement, vous êtes venu en aide, vous avez quitté votre vis-à-vis et vous devez revenir sur votre joueur.
et disons que ce joueur, se tient sur la ligne à 3 points, bah, vous devez revenir suffisamment fort pour, éviter qu'il y ait le tir soit ouvert. Vous ne devez pas revenir non plus trop fort, ou vous allez vous déstabiliser et le joueur va pouvoir, bah, vous passer en pénétration parce que, vous n'avez pas été capable de changer de direction au bon moment. Ça paraît de rien, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Je sais que régulièrement, chaque année dans les sondages, des questions qui sont posées aux rookies, c'est quand on leur dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment difficile par rapport à là où vous évoluez avant?» Le close out revient souvent. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans le jeu moderne où il y a de plus en plus d'espace. Donc, vous devez faire des courses de plus en plus grandes, hein. Vous avez un espace de plus en plus important à devoir contrôler, ce qui était un peu moins le cas en 2004 et malgré tout, déjà en 2004, on voit que Ben Wallace, c'est ce que je disais tout à l'heure quand il a le fait qu'il a peut-être plus une vitesse latérale, qu'une vitesse qu'on appelle nord-sud, cette capacité à décélérer, à pouvoir changer, de rythme de course. Je ne sais pas si c'est, on va dire, peut-être le fait d'être très puissant qui fait que c'était compliqué pour lui de changer de direction dans ce sens-là, mais clairement, il avait tendance à, c'est même pas qu'en plus il avait l'impression, il donne pas l'impression de sortir trop fort, c'est juste que voilà, si le porteur de balle est suffisamment vif, il va pouvoir le passer sur le côté sans trop de difficultés et je pense que si ça pouvait rester complètement acceptable en 2004, si on veut faire la projection par rapport au jeu actuel, ça serait quand même très, très problématique parce qu'on sent bien que, comme on disait, on n'est pas dans un style à la Rudy Gobert, mais peut-être plus dans un style à la Draymond Green. Et clairement, Draymond Green, les close-out, il est fait quasiment à la perfection. Et c'est quelque chose qu'il doit faire régulièrement. Et je crois que c'est ce qui manquerait un petit peu à Ben Wallace. Et c'est là où c'est très tentant quand on voit le joueur au début de se dire, mais il serait parfait pour défendre ces grands espaces comme on a aujourd'hui actuellement. Et il y a peut-être un bémol à mettre là-dessus en se disant, ah, peut-être faire attention là-dessus parce que ça, dans le jeu actuel, si c'est pas juste, on va dire, une question de jeu de jambes qu'il aurait jamais travaillé, mais qu'on le ferait travailler à l'heure actuelle, d'adaptation de son corps aux efforts demandés de nos jours. Si on va dire ça n'aurait pas été corrigible, ça aurait pu faire beaucoup de mal au défenseur Ben Wallace. Il y a presque même un peu de naïveté enfin, dans ce que j'ai vu dans certaines séquences où il se précipite, comme tu dis. Enfin, il se précipite, non, parce qu'il sort rapidement, mais sans avoir l'air de pas savoir ce qu'il doit faire. Et pourtant, au moment d'arriver sur son vis-à-vis, hop, une petite feinte, ou hop, un petit passage à gauche, un petit passage à droite, et c'est terminé. Et c'est vrai qu'il est capable de défendre les arrières, les meneurs, on va dire, immobiles ou en situation de Un contrat. ouais, de 1 contre 1, c'est ça. Mais par contre, dès qu'il y a du mouvement, dès que l'action est en mouvement et qu'il a ce léger temps de retard que pourtant tout à l'heure on vantait, être capable de réagir, et ben là, dans la partie close out, ouais, il est aux fraises quoi, complètement. Et j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. Alors, je pense que les extraits un peu, sont un peu méchants parce que, pour avoir vu quelques matchs, typiquement sur Robert Horry, qui est un joueur qui typiquement, bah, sur lequel il faut faire ses close-out parce qu'il Robert Horry, surtout en fin de carrière, il est là pour une chose, c'est planter, des 3 points. Il fera pas offensivement, il fera pas beaucoup plus de choses que ça. Donc, du jour où vous basculez sur lui, je veux dire, le plan de jeu, il est pas compliqué à comprendre. Et je l'ai vu parfois être capable de bien l'exécuter, donc c'est pas non plus une constante. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que même moi, dans les matchs que j'ai vus, j'ai pu voir sur certaines séquences et je me dis: «Ah oui, en effet, il est pas», c'est clairement un exercice dans lequel il est pas à l'aise. Et pour faire une comparaison par rapport à aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes gabarits, mais c'est peut-être, comme quoi le gabarit peut être, problématique là-dessus. C'est un exercice dans lequel Zion Williamson a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Les close-out, c'est clairement, je pense, son plus gros point noir défensif. Et voilà, c'est vrai que cet apport de puissance et de mobilité qu'il peut avoir, on voit que c'est pas, il est pas forcément parfait sur tous les angles. Est-ce qu'il y a pas un peu de ça, alors que je comprends, c'est des morphotypes complètement différents, mais est-ce qu'il y a pas un peu de ça avec Ben Wallace? Je pense qu'il y a une question de technique, mais pas que. Est-ce que tu aurais quelques chiffres et quelques points statistiques à nous donner pour qu'on essaye de positionner un peu mieux Ben Wallace dans la défense de l'époque? L'impact défensif est clairement, excellent. Alors c'est vrai qu'il y a différentes statistiques qui existent. Il y a ces fameuses, on va dire, statistiques qu'on appelle les statistiques all-in-one, qui essayent d'encapsuler tout l'impact d'un joueur en un seul chiffre. Je sais que défensivement, j'ai tendance parfois un peu à m'en méfier parce que
Souvent, pour faire la différence entre 2 joueurs, vous allez utiliser les éléments du box score et dans le box score, défensivement, des indicateurs, des points statistiques, on en a quand même très peu. Les comptes, les interceptions, les rebonds et c'est quasiment à peu près tout. Donc ça que c'est compliqué et je c'est ce que je t'avais dit en préparant l'émission que, je pense que pour les fans des Pistons, le cas Drummond montre que, ces 3 indicateurs, ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs pour montrer l'impact défensif d'un joueur. Donc c'est vrai que j'ai tendance à m'en méfier un peu là-dessus. Après malgré tout, il y a d'autres statistiques, on va dire notamment autour du plus-minus, qui peuvent être très intéressantes. Dans le sens où le plus-minus, normalement, si vous êtes un défenseur de type, générationnel, dans les meilleurs de votre génération, on peut se dire, à un moment ou à un autre, quand vous êtes sur le terrain, l'équipe doit avoir de meilleurs indicateurs défensifs, doit mieux performer défensivement que quand vous en êtes en dehors. Même si vous avez un bon banc, et cetera, on doit s'attendre à ce que vous soyez, si vous êtes vraiment la crème de la crème, à ce que vous soyez capable d'impacter. Alors c'est vrai qu'en général, c'est des statistiques qui sont extrêmement bruitées, parce que ça dépend de vos coéquipiers, ça dépend de vos adversaires, si vous jouez contre les titulaires, et cetera. Donc c'est vrai qu'en général, sur des échantillons assez faibles, c'est pas trop recommandé. Après, Ben Wallace a une très longue carrière, donc là-dessus, pas de souci. Une autre recommandation en général, c'est d'avoir un peu changé de contexte. Si vous regardez le plus-minus, même en prenant en compte les coéquipiers, et cetera, vous verrez que Derek Fisher et Kobe Bryant ne sont pas très éloignés. C'est normal, ils sont quasiment restés toujours ensemble sur le terrain. Derek Fisher a quasiment fait l'ensemble de sa carrière en jouant aux côtés de Kobe Bryant et en ayant quasiment les mêmes rotations que lui. Donc c'est très difficile là-dessus de distinguer l'impact des deux. Mais dans le cas d'un Ben Wallace qui, on a vu, hein, il a quand même voyagé, fait pas mal d'équipes, etc. Là, pour le coup, ça devient très parlant. On se dit, bon, voilà, on a beaucoup de possessions, avec des coéquipiers différents, dans des équipes différentes, avec des coachs différents. Typiquement, ce genre de statistiques devrait être capable de le mettre en valeur. Si on voit que non, c'est négatif, je dis pas qu'il faudrait forcément tirer un trait, mais disons, on se dit, bon voilà, c'est je ne sais combien de saisons en carrière, si le banc a toujours mieux performé que lui, c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Et là, je vais vous rassurer, non. Pour Ben Wallace, les chiffres sont très très bons. Et je crois que, je sais plus, j'avais regardé, mais au niveau de ce plus-minus qui essaye de prendre en compte les coéquipiers, les adversaires, il me semble que sur la période 97-2004, il était dans le top 20. Et si on coupe des joueurs qui ont eu des temps de jeu très limités, je pense même qu'il était dans le top 10. Et sachant que clairement, c'est pas le genre de statistique qu'il faut utiliser pour dire lui c'est le meilleur, lui c'est le deuxième, etc. C'est des statistiques qui vous donnent des fourchettes. En disant, voilà, typiquement, si Ben Wallace, il était, je sais pas, on va dire au niveau de la médiane, vous diriez, ah ouais, tiens, j'aurais pas pensé. Mais qu'on vous dise voilà, qu'il soit dans le top 20, voire même le top 10 sur cette partie, sur ces 15 années de basket, au final, ça correspond à peu près à ce qu'on pouvait s'attendre et comme quoi les chiffres collectifs valident son impact. Et je crois que pour aller plus précisément, globalement, la défense avec Ben Wallace, elle était de 5 points par 100 possessions, meilleure que la moyenne quand il était sur le terrain. Et quand il n'y était pas, elle était de 2,3 points en dessous de la moyenne. Donc ça fait un écart de plus 7, ce qui est dans les quand même, si on reste, on va dire, autour, un peu avant les années 2000 et un peu au-delà des années 2010, ce qui reste là aussi quand même parmi les meilleurs. Et il y a un point intéressant, peut-être un dernier point intéressant, c'est aussi sur le nombre de fautes. Ben Wallace est l'un des joueurs qui concède le moins de fautes, alors que du coup c'est un des meilleurs contreurs, un des meilleurs intercepteurs, et qu'il a joué face à des joueurs qui avaient un énorme avantage physique sur lui, notamment Shaquille O'Neal. Et de mémoire, je crois qu'il tournait sur les finales 2004 à peine 3 fautes de moyenne. Oui, c'est quand j'ai entendu ce passage-là et je me suis dit: tiens, ça correspond exactement à ce que j'avais noté», où vous pouvez regarder quasiment toutes les saisons de Ben Wallace. Alors déjà, comme tu dis, hein, c'est quand même assez extraordinaire au vu de son intensité et en plus d'un schéma agressif. En général, les joueurs qui font peu de fautes, c'est ce qu'on disait avec le drop tout à l'heure, des joueurs qui ne vont pas sortir, vont couvrir une zone relativement réduite, ce qui fait qu'ils ne seront jamais trop mis en déséquilibre. En général, c'est le genre de schéma défensif qui font que vous provoquez peu de fautes, vous concédez peu de fautes plutôt. Ben voilà, c'est tout le contraire. C'est un joueur hyper agressif, que ça soit sur le ballon, en dehors du ballon, etc. Donc, ça paraît assez extraordinaire d'avoir une telle activité et de faire aussi peu de fautes. Et si on peut regarder, on va dire, donc justement pour rejouer un peu quand il est sur le terrain, quand il n'y est pas, c'est assez impressionnant de voir que chaque saison,
l'écart est immense et en général, moi qui regarde un peu ce genre de statistiques, vous allez souvent trouver, même chez des très bons joueurs, bah tiens, telle année c'est positif, mais telle année c'est négatif. C'est difficile d'être constant dans ce domaine. On le voit plus sur l'adresse, sur les rebonds concédés, etc. Sur les fautes, c'est assez rare. Et les écarts, comme je disais, sont assez gigantesques. Et je crois que j'avais fait un calcul vite fait de tête où, grosso modo, quand Ben Wallace est sur le terrain, donc les Pistons, par exemple, avec Ben Wallace sur le terrain, ils vont concéder 3 lancers de moins que ce qu'ils auraient dû concéder, que ce qu'une équipe moyenne aurait pu concéder. Et je sais que 3 lancers, ça paraît pas énorme, mais les lancers francs, c'est souvent le tir le plus efficace du basket. Du coup, je pense qu'on doit pas être loin de 2 points de concédés en moins. Bah, je sais que 2 points, ça paraît juste être un panier, mais dans un sport comme le basket où au final, les marges de victoire, les meilleures équipes en général ont des marges de victoire à +8. On se rend compte que 2 points, c'est quand même assez gigantesque et je trouve que la manière, en plus, voilà, de les acquérir pour les Pistons et pour Ben Wallace, c'est assez extraordinaire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? Où est-ce qu'on place Ben Wallace dans la défense all-time? C'est très compliqué. C'est une question forcément compliquée parce qu'il faudrait connaître, les plus grands défenseurs, connaître leur contexte collectif, connaître les contextes d'époque et pouvoir suffisamment bien les connaître pour les comparer entre eux. Néanmoins, je pense que ce qu'on peut dire, et on peut le voir, moi je sais que là-dessus j'aime bien me dire: «Bon bah, qu'est-ce que le joueur donnait par rapport à sa génération?» Déjà par rapport à ça, si on est capable de se fixer, après éventuellement on peut aller sur des comparaisons historiques. Clairement, il est dans je veux dire le fait qu'il ait eu 4 défenseurs de l'année, il aurait pu en avoir moins. Parce que c'est vrai qu'en face on avait à la même époque, bah, des Duncan, des Garnett, des Mutombo. Je dois sans doute en oublier plein, mais c'était vraiment une époque qui était, il y avait pas trop de problèmes défensivement et le fait que Ben Wallace en chope 4, c'est assez extraordinaire. J'aurais pas été étonné qu'il ait pu en acquérir, un petit peu moins. Je dirais pas que c'est le meilleur défenseur incontesté de sa génération. Après, je pense qu'il est pas loin d'être dans la discussion, mais on l'a vu, il faut quand même un schéma de jeu assez particulier pour qu'il puisse déployer sa pleine puissance. Et mine de rien, ce schéma de jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est assez dépendant des coéquipiers. C'est pas genre, bah, justement, je sais pas, j'ai Rudy Gobert, j'ai Olajuwon, limite, je m'en fous des 4 extérieurs qui sont à leur côté. Je sais que ça peut être, avec eux, j'ai mon schéma de jeu défensif, on n'en bougera pas, ça sera cohérent du début à la fin. Avec Ben Wallace, comme je disais tout à l'heure, avec la défense en drop, etc., on n'aurait clairement pas, de mon point de vue, une mauvaise défense. On aurait toujours une bonne. On n'aurait plus cette capacité élite. Et sachant que cette capacité élite dépend d'un contexte très particulier et de coéquipiers qui sont très bons défensivement, certes, ça amène le côté scalable dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça lui retire un peu de crédit par rapport à d'autres défenseurs exceptionnels. Je pense que ça se joue, en tout cas en termes de génération avec Dikembe Mutombo, clairement. Lui aussi a 4 titres de meilleur défenseur de l'année et puis sans doute, et ça va peut-être pas être très populaire ce que je vais dire, mais je pense que tu vas aller dans ce sens-là aussi. Kevin Garnett? Duncan aussi, qu'on a oublié, mais oui, je pense que c'est. Là, par exemple, ils ont chacun un peu leur force intéressante, mais Garnett avait quasiment ce côté défensivement à pouvoir jouer quasiment tous les schémas, peut-être potentiellement à se faire un peu plus enfoncer au poste. Là où un Duncan, par exemple, était pas si mobile que ça. Et je trouve que les finales 2005 le montrent où, à des moments, c'est marrant parce que Billups va clairement cibler sur le pick and roll Duncan en sachant qu'il a de bonnes chances d'obtenir l'isolation derrière et la jouer. Parce que c'est un exercice dans lequel Duncan n'était pas si à l'aise que ça. Après, c'est qu'en 2005, ça commence à être un peu son déclin physique, avec les blessures, etc. Je pense qu'ils ont un peu chacun toutes leurs forces et leurs faiblesses, mais clairement, pour moi, ça serait, je me vois pas dire après ce que j'ai vu là. Clairement, Ben Wallace, c'est un meilleur défenseur que les noms qu'on a pu citer. Ouais, et du coup, ce qui le place aussi, all-time dans au moins un 2e chapeau, voire un 3e chapeau. Parce que même, en tant que fan des Pistons, je ne peux pas le mettre au-dessus de Dennis Rodman. Oui, il y a ça, et si on veut aller parmi les meilleurs historiquement, ça serait du Olajuwon, et sans doute celui qu'on oublie toujours un petit peu parce que c'est super loin, Bill Russell, Bill Russell, bien sûr. ou justement Ben Taylor dont je parlais a essayé de récupérer un peu quelques impacts statistiques, et ce qu'il en est ressorti est tout simplement affolant. On parlait tout à l'heure en disant ouais c'est bien avec Ben Wallace,
on est à -5 points pour 100 possessions en dessous de la moyenne. Bill Russell, on a des pics à -11, -12, quoi. Donc ça montre l'étendue, de l'impact défensif que pouvait avoir, cette légende des Celtics. Bon, je crois qu'on a fait un tour, plutôt complet. Antoine, merci beaucoup. Bah, merci encore pour l'invitation, c'était un plaisir. J'espère que je n'ai pas trop parlé, avec des anglicismes incompréhensibles ou fait des tunnels trop longs comme je peux le faire à l'écho des parquets. Non, non, mais on aime tous ça, donc c'est pour ça que tu étais là, donc merci beaucoup. Non, c'était vraiment intéressant d'avoir aussi ta vision, statistique et analytique surtout du défenseur Ben Wallace. Je pense qu'on a été plutôt juste avec lui et qu'on a dressé un portrait plutôt honnête et avec un peu de recul de tous les matchs qu'on a pu s'enquiller dans notre jeunesse et un peu plus tard. Donc en tout cas, merci à toi. Donc on a parlé de l'écho des parquets, mais dis-nous un peu, ouais, justement, où est-ce que les gens peuvent vous écouter, vous retrouver et qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à écouter récemment. Alors, je ne pourrais pas citer toutes les plateformes, mais du moins, bah, on est présent, sur les principales, à savoir, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est même sur SoundCloud. Là où vous nous retrouverez sans faute, c'est sur le site, Basket Info, ou si vous tapez les côtés parquet Basket Info, vous nous trouverez là. Il y a aussi le compte Twitter qui correspond, et globalement, ce à quoi vous pouvez vous attendre, bah, je pense que c'est pas loin de la discussion qu'on a eue là, à savoir, voilà, c'est, ce qu'on pourrait appeler l'angle analytics, où les analytics, c'est pas de dire, les 3 points, c'est supérieur aux 2 points, c'est essayer de combiner vidéo, apport statistique, et en fait, même au-delà, d'essayer de récupérer le maximum d'informations, de les pondérer pour essayer de comprendre, bah, véritablement ce qui se passe, ce qui est plutôt positif, ce qui est plutôt négatif, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Je sais que ça fait un programme, très vaste et sans doute, un peu trop gros pour nos épaules, mais c'est du moins ce qu'on essaie de proposer. Et c'est toujours, comme je l'ai dit en intro, très très bien. Eh bien écoute Antoine, merci beaucoup, merci à toi d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau format, j'espère que ce backup va vous plaire. Si ça vous plaît, j'essaierai de le renouveler. Dès qu'il y aura une chronique, une histoire racontée qui méritera d'être approfondie avec un invité, un spécialiste ou autre, eh bien c'est quelque chose que je fais si ça vous plaît. Antoine, merci d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi, c'est un plaisir. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour cette fois la prochaine chronique, la numéro 41. Merci, bye. Bye.